Bonjour à tous, bonjour à toutes. Philippe Pi, donc pharmacien au centre hospitalier de Grenoble. Donc merci aux organisateurs d'Europharmat, à BD pour ce symposium. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté de modérer cette manifestation sur cette thématique importante à l'heure actuelle des partenariats entre les établissements de soins et les industriels, notamment au niveau des enjeux logistiques. Donc, tour à tour, nous allons avoir trois intervenants. Le docteur Amélie Gaudin de l'Institut, pharmacien à l'Institut Gustave Roussy, qui va nous relater son retour d'expérience. Le docteur Olivier Sellal, qui fera la même chose pour le CHU de Nantes. Et ensuite, nous aurons une intervention de monsieur Anthony Pugnou, qui est Distribution Excellence Manager chez Becton Dickinson et qui est le chef de projet coordonnateur de ces partenariats. Dans le déroulé, donc, nous aurons trois interventions de 10 à 15 minutes, ensuite une session de questions-réponses, et puis après le mot de la fin pour la conclusion. Donc, je donne tout de suite la parole à Amélie Gaudin, qui va nous expliquer la démarche qui a été réalisée à l'Institut Gustave Roussy, et vous verrez qu'il va élargir le débat après sur la logistique et les pénuries, la logistique et le développement durable. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Donc, voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Gaudin, je suis pharmacien à Gustave Roussy depuis une quinzaine d'années et je vais vous faire un retour sur le partenariat logistique que nous avons entrepris avec l'entreprise Becton Dickinson dans notre établissement. Alors, ça marche. Là. Alors, Gustave Roussy, en quelques mots, donc c'est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Il est situé à Villejuif, dans la banlieue parisienne. Nous avons 550 lits de cancérologie. Notre pharmacie regroupe 115 salariés à peu près. Et donc, on a la charge de l'approvisionnement des produits de santé et des soins pharmaceutiques dans mon unité. Donc, on a à peu près, pour information, 1100 lignes de médicaments qui sont stockées, 750 lignes de dispositifs médicaux stockés et plus de 1000 références hors stock. On a des petits magasins par rapport à notre activité. On a à peu près 45 salariés dans notre secteur, donc il y a des pharmaciens, des préparateurs, une grosse équipe de magasiniers et les assistantes de gestion. Voilà un peu notre profil et voilà sur le dispositif médical, on a à peu près un budget de 10 millions d'euros. Donc notre idée, c'était mon idée autour des partenariats logistiques. Elle a démarré il y a plusieurs années, car je suis à la recherche de nouvelles solutions logistiques compte tenu de notre petit espace de stockage et nos locaux un peu particuliers parce qu'on est très en hauteur. Et ce partenariat avec l'entreprise BD, c'est le troisième projet à voir le jour. Donc j'ai été très intéressée quand ça m'a été proposé. Donc nous avons signé un contrat préalable pour bien cibler les attentes de chacun et je vais vous exposer un petit peu ce que ça a donné. Donc il y a eu un groupe de travail qui a été constitué à Gustave Roussy avec pour la PUI, donc moi-même et une petite équipe avec les assistantes de gestion et magasiniers. Et ce qui était intéressant aussi dans ce travail, c'est que nous avons essayé de travailler aussi avec le service achat pour toute la partie des produits de biologie, donc avec Johanna Ribeiro. Et puis, donc, le groupe de travail chez Becton Dickinson était assez intéressant parce qu'on avait Christelle Devael qui est Order Fulfillment Manager au niveau de l'Europe, Anthony Pugnou qui interviendra en fin de symposium et Monsieur Dalban Morenas qui est notre key account pour Gustave Roussy. Donc un groupe de travail très intéressant, ça nous permet d'avoir une autre vision de la logistique industrielle. Donc c'était pas mal du tout. Donc ce projet il a duré environ une année, de mi-2021 mi-2022. On avait initié ce projet tout juste avant la crise Covid, donc ça nous a un petit peu décalé dans le temps, mais c'était aussi riche. Ça a été très intéressant au sortir de cette crise de monter ce projet, j'ai trouvé. Donc, les objectifs étaient les suivants, de part et d'autre. Donc, diminuer la part des commandes inférieures à 250 €. À Gustave Roussy, il y a plusieurs années, on avait évalué le coût d'une commande, donc sans parler du produit en lui-même, hein, tout confondu entre les coûts de gestion, les coûts de magasinage, etc., entre
40 et 60 € en fonction du produit, s'il était stocké ou non. Donc, c'est vrai que même nous, en interne, hein, en dessous de 150 €, moi, je bloque toutes les commandes. Donc là, ça me semblait logique d'aller chercher voilà, toutes les commandes en dessous de 250 € et c'est intéressant aussi pour le fournisseur. Comme objectif, on avait le full passage en EDI, dématérialisation du bon de commande, hein, et ces actions pour améliorer l'efficience de la commande et de la réception. Diminuer la fréquence des livraisons si possible pour les jours fixes, en fixant pardon, les jours de livraison. Diminuer les lignes nécessitant un réemballage de la part du fournisseur. Donc ça, c'est retravailler en fait sur toutes les conditions logistiques des produits. Et puis, essayer de retravailler sur des commandes voilà, par multiples, par palette, essayer de regrouper au maximum pour limiter les transports et le réemballage. Et en fait, toutes ces actions, pour moi, elles se placent complètement dans une démarche de développement durable dans laquelle on se positionne assez fortement à Gustave Roussy depuis 1 ou 2 ans. Donc, il y a 1 an, bon, je vous ai pas exposé les différents graphiques. Je crois que ça va être le cas dans la seconde présentation. Donc, nous, en l'espace d'une année, nous, on a une culture très papier. Et c'est vrai que l'impulsion de ce projet nous a permis d'accélérer le passage à l'EDI en 100% via le portail Hospitalis. Donc, nous, c'était un projet qui nous tenait à cœur depuis de nombreuses années. Donc, on l'a vraiment matérialisé en 2021, ça devait être en mars ou en avril. On a mis un petit peu de temps à ce que du coup BD reçoive bien les commandes en EDI, puisque vous savez, les paramètres dans Hospitalis, ils sont préprogrammés. Donc, on était bien en EDI, mais le fournisseur ne le savait pas. Bon, maintenant, ça s'est réparé. Donc, on est à 100%. On a regroupé nos livraisons en 2 groupes de livraison par semaine, même si on fait plus de demandes. Ça aussi, c'est très bien. On a revu complètement à 100% tous les conditionnements avec nos assistantes de gestion à l'aide de tableaux qui nous ont été fournis par le groupe de travail BD. Et j'ai contrôlé toutes les commandes moins de 250 € en les bloquant systématiquement. Donc, voici quelques données. Voilà. En 2021, on avait un nombre moyen de commandes par semaine qui s'élevait à 7, donc ça veut dire qu'il y a des jours où je passais 2 commandes. Alors, j'ai parlé au début de mon exposé de la partie biologie. Donc là, moi, comme c'est vraiment centré sur la pharmacie hospitalière, je ne parle pas du tout du travail qu'ils ont fait de leur côté. Je parlais vraiment que de la partie pharmacie. Donc, nous, on passe beaucoup de commandes pour différentes raisons. On peut en passer même 2 dans la même journée s'il s'agit voilà, pas forcément des produits qui sont stockés au même endroit. Et en 2022, on arrive à 3 par semaine, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Nombre moyen de lignes de commande a bien augmenté aussi. Ça veut dire que forcément mon panier moyen augmente, ma valeur de commande augmente. Et puis la proportion des produits qui sont non shippables est passée à bien diminuer aussi à 6,93%. Et nos commandes en dessous de 250 €, elles sont que de 5%, donc ça veut dire qu'au total, on en a vraiment très peu. C'est vraiment quand on a une urgence, finalement, qu'on garde cette option-là, donc c'est plutôt pas mal. Le nombre de livraisons, du coup, a bien chuté, moins 23%. Moins de livraisons en petits colis, voilà, beaucoup plus de palettes, du coup, à livraison, donc 4 en moyenne contre 3, c'est normal, puisqu'en ayant regroupé nos commandes sur des jours fixes, en ayant revu tout le conditionnement et les paniers moyens, forcément, on est forcément gagnant sur toute la ligne. Pour nous, c'est vraiment un plus parce que on fait beaucoup moins de réception de commandes, on fait tout d'un coup. Et moi, je suis vraiment partisane de retravailler ce type de concept logistique avec l'ensemble des fournisseurs. Malgré tout, on le sait, hein, on a toujours des tensions qui sont très très présentes. Bon, malheureusement, c'est pas tellement lié au travail logistique qu'on peut faire, hein, c'est lié à beaucoup de choses, vous le savez très bien. Des tensions, on en a sur le médicament, on en a sur les dispositifs médicaux. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'avec le partenariat, donc il y a une analyse assez fine de toutes les commandes qui sont passées, de toutes les livraisons, toutes les commandes qui sont incomplètes. Et ça nous permet d'avoir des indicateurs qui sont très utiles. Mais malheureusement, voilà, ces tensions font que on aura toujours des commandes qui sont pas livrées en totalité. Et ça, c'est un peu
voilà, le problème des pharmacies hospitalières en ce moment. On avait aussi, on a remarqué, c'était bien aussi, on a pu en discuter avec notre fournisseur, c'est qu'il y avait des délais qui étaient très longs sur certains produits. Et c'est vrai qu'ils ont pu aussi, on a pu échanger autour des difficultés qu'ils peuvent rencontrer aussi avec les prestataires de transport qui peuvent être défaillants. Et c'était, ce partenariat était vraiment intéressant là-dessus parce qu'on a beaucoup mieux compris les différentes difficultés logistiques que peut rencontrer le fournisseur. Et surtout, lors de ce partenariat, moi, j'ai particulièrement apprécié le contact dédié qui nous a été proposé pour faire un point rupture toutes les semaines et le suivi des reliquats. Voilà, ça, c'est vraiment la pièce maîtresse, je trouve, de ce contrat. C'est voilà, le point hebdomadaire, solution de remplacement, difficultés à venir, ce qui nous permet à nous d'anticiper. Et je crois vraiment que ça, c'est pour l'ensemble des établissements, c'est quelque chose pour les gros fournisseurs qui devrait quasiment toujours être proposé aux clients. Je sais que c'est difficile parce que voilà, c'est aussi toujours des emplois, c'est toujours en tension, c'est le côté un peu voilà, service, c'est difficile à mettre en route, mais je pense que c'est absolument indispensable et aujourd'hui, vu le contexte international. Donc au niveau de nos équipes, nous on est très contents, que ce soit les magasiniers, les services ou les assistantes de gestion, AG pour assistante de gestion. Nous on a toute une maîtrise de la chaîne logistique à la PUI puisque voilà, pour les blocs opératoires, on a aussi les magasiniers qui sont détachés dans les services. Donc comme on a l'ensemble de la chaîne qui est gérée par la pharmacie, avec une grande flotte de magasiniers et un relais constant avec les assistantes de gestion, tous ces projets de logistique, ça nous touche tous. Et donc, c'est des très belles réussites voilà, qu'on aimerait mettre en place avec d'autres fournisseurs. Au niveau des services achats, c'est vrai que j'ai trouvé un peu décevant leur manque un peu d'implication parce que voilà, ça nous concerne tous et on devrait tous savoir que ce soit pharmacie ou service achat, voilà, les mêmes types, on a les mêmes difficultés et c'est vrai qu'on a eu plus de mal à les motiver, c'est dommage. Et puis, moi, dans les limites que j'aimerais soulever, je trouve que c'est dommage de pas continuer parce que je trouvais que le partenariat était super et surtout pour ce contact qui était dédié à l'achat, enfin, au suivi des commandes et des reliquats, qui était vraiment pour moi un plus. Et je me dis même que les établissements seraient prêts à payer pour une prestation de service de ce type. À l'avenir. Voilà, comme certains fournisseurs ont des idées de livrer directement dans les blocs, par exemple, avec des prestations logistiques qui s'achètent. Et pourquoi pas avoir vraiment un contrat de service? Pourquoi pas à l'avenir? Alors, moi, je voulais quand même dire un mot et appuyer un peu sur les ruptures de stock à l'hôpital aujourd'hui en 2022, parce que c'est aussi le cœur de nos discussions entre confrères. Voilà, ça concerne tous les secteurs, tout type de dispositif médical, de médicaments, de consommables. Aujourd'hui, vous voyez, on a quasiment un pharmacien qui est dédié à temps plein pour régler tous les problèmes, trouver des solutions, trouver des approvisionnements dans ce contexte de forte tension qui nous rend fous parce qu'on peut passer des journées entières à chercher des solutions. Et parfois, il y en a pas. Quand j'ai plus d'aiguilles pour piquer, je dois chercher des quantités pour des produits que je connais pas forcément très bien, à droite, à gauche, pour pouvoir continuer à faire des prélèvements, ce qui n'est pas simple. Je pensais à des ruptures d'aiguilles de prélèvement, mais ça peut concerner les drains de redon, ça, vous le savez très bien. On ne peut plus beaucoup stocker non plus dans les grandes villes. On manque d'espace, donc en fait, on est vite limité. On essaye de faire des points stock dans l'ensemble de mes magasins, médicaments, dispositifs médicaux, mais ça ne suffit pas. Et ce sont malheureusement des produits de santé de première nécessité qui viennent à manquer et pour lesquels, même si on a une mobilisation nationale au niveau de la NSM ou du ministère, je vois bien qu'aujourd'hui, j'ai des solutions sur des anticancéreux comme du chlorure de sodium. J'ai pas toujours de solution, donc c'est vraiment quelque chose dont on doit se saisir, en plus voilà, des questions logistiques qui améliorent notre quotidien. La question des ruptures, elle est entière et elle est grave. Je fais un rapide point parce que je suis bien dans les temps. Oui, encore une petite minute sur un sujet qui me tient à cœur, c'est le développement durable, comme j'en parlais dans ma première diapo. Moi, je lutte contre le transport du vide, donc c'est ces cartons qui ne sont pas pleins
Voilà, on a même un tout petit carton minuscule et dans un grand carton avec du carton pour éviter qu'il ne bouge. Voilà, ça c'est inintéressant pour le fournisseur, inintéressant pour nous. Et voilà, ce type de projet va complètement dans le sens du développement durable. Alors, comment aller au-delà? Je partage une petite expérience qu'on a faite on a travaillé avec notre fournisseur de trousses. De l'appareau, nos trousses de blocs opératoires. Alors ça c'est des idées pour les fournisseurs aussi pour demain. Un carton contenant 2 trousses de l'appareau, par exemple. Donc pour un bloc comme le nôtre, 18 salles d'op, c'est 70 trousses, 1 à 2 fois par semaine. Vous voyez le nombre de cartons. Et on a développé avec eux un partenariat pour travailler sur une palette box. Donc c'est un carton géant qui a la taille d'une palette au sol qui contient 24 trousses, ce qui nous permet d'avoir un gain de place énorme, un gain de temps aussi parce que c'est des magasiniers, c'est du temps magasinier qu'on va regagner pour d'autres tâches, peut-être plus intéressantes aussi que de casser du carton au kilomètre. Donc sur une année, on passe pour ces trousses de 4287 cartons à 330 cartons. C'est 256 mètres de hauteur en un an qui sont gagnés. C'est une diminution de 92% de nos déchets, parce qu'il y a aussi cette question, pharmacie hospitalière, du travail développement durable, surtout le déchet non produit. Et on a du coup gagné 160 heures par an pour le magasinier, et ce qui n'est pas négligeable dans un contexte aussi de difficultés de recrutement et de fidélisation de nos personnels. Voilà, je voulais en conclusion déjà surtout remercier l'entreprise BD pour ce chouette partenariat qui ouvre des belles portes et des belles perspectives d'avenir. J'espère que nous pourrons continuer ce partenariat peut-être sous une forme de prestation de service, je ne sais pas. Et voilà, je voulais aussi remercier le comité d'organisation qui a fait un super travail voilà, en nous réunissant et en développant ce sujet passionnant de logistique hospitalière. Voilà, disponible pour vos questions en fin de diaporama, de symposium. Merci beaucoup Amélie pour cet exposé qui avait l'air très passionnant du côté Gustave Roussy, mais nul doute aussi du côté de BD. À présent, on va écouter Olivier Sellal qui va nous faire son retour d'expérience sur la même thématique avec BD au CHU de Nantes. Donc Olivier, c'est à toi. Voilà, bonjour à tous. Mon diaporama s'affiche correctement? Oui. Oui. Bon, c'est parfait. Donc, effectivement, l'expérience est strictement dans le même contexte que ce qu'Amélie Godin a présenté, dans une autre, par contre, sur une autre région, une autre structure hospitalière de taille et de culture un peu différente, mais avec, vous allez le voir, des résultats qui sont très similaires. Donc, il s'agit bien effectivement de cette optimisation de flux logistique entre Becton Dickinson et le CHU de Nantes dans un contexte qui a été décrit par Amélie Godin, où on a vraiment besoin d'optimiser nos flux. Olivier, je te coupe, excuse-moi. On voit la diapositive suivante. Possible de le mettre en plein écran. Alors, je suis pourtant en plein écran. C'est mieux là ou c'est pareil? C'est pas arrivé. On parlait tout à l'heure du fait que c'était pas... de l'informatique et du distanciel. Oui, exactement. C'est exactement la discussion qu'on avait tout à l'heure. Bon, je reprends mon partage d'écran et tu vas me dire si c'est mieux comme ça. Alors. Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Non, bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Je suis désolé, mais je n'ai pas mieux si, peut-être comme ça. Ça doit être un petit peu mieux là, non?
Oui, oui, c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, l'établissement dans lequel j'exerce est un établissement considéré au regard de sa taille comme le 6e CHU français, effectivement, sur cet aspect-là. Donc, ça veut dire beaucoup de flux logistiques, hein, une vingtaine de sites qui complexifient pas mal les flux d'approvisionnement, à peu près 3200 litres, dont 1700 MCO, 11 000 employés, une plateforme logistique que vous avez ici en photo sur la droite, un système d'information qui est assez standard avec Pharma en lien avec une GF MAC2 en l'occurrence. Nous avons à peu près 650 fournisseurs de produits de santé, on gère plus de 35 000 références de dispositifs médicaux et on en délivre beaucoup en termes d'unités, parce que vous voyez, on estime à plus de 43 millions le nombre d'unités délivrées au service et on fait également pas mal de traçabilité de dispositifs médicaux implantables. Notre pharmacie ressemble à ce qui est à la photo qui est en bas à droite, hein, c'est-à-dire plus à Ikea qu'à une pharmacie d'officine, hein, avec des paletiers, des robots et des étagères. Donc, l'objectif de ce partenariat, ça a été de renforcer des relations techniques et commerciales historiques avec Becton, hein, puisqu'on avait déjà développé des choses un peu différentes dans des domaines que ce soit d'optimisation d'utilisation de dispositifs médicaux, d'optimisation de flux électroniques, puisqu'on avait déjà effectivement mis en place de l'EDI il y a quelques années, développé pendant une dizaine d'années de l'e-procurement, c'est-à-dire de la demande sur des catalogues électroniques dématérialisés. On était rentrés tous les deux, Becton Dickinson et CHU Nantes SETO, dans de la facturation dématérialisée. Et là, l'objectif, c'était d'aller un petit peu plus loin sur la consolidation et l'optimisation des flux logistiques. C'est une démarche qui, comme pour Gustave Roussy, intéresse le CHU Nantes depuis pas mal d'années. Et j'ai toujours été étonné du faible nombre de propositions de la part des fournisseurs dans cet axe-là, ou du faible nombre de réponses à des sollicitations qu'on avait pu faire à ce titre-là. Donc, la première chose, ça a été de bien définir les objectifs entre nous, entre CHU et Becton Dickinson, que ce soit la cible, la méthode de travail globale, les indicateurs, le rythme de travail, les modalités d'échange, de bien valider le fait qu'il s'agissait d'un travail qui était un travail gagnant-gagnant, en quelque sorte. Hein. On avait tous les deux des choses à tirer de cette amélioration-là. Sur des projets de ce type-là, il faut particulièrement bien identifier les interlocuteurs. Ça a été dit par Amélie Godin juste avant. Hein, et il ne faut pas les changer, il ne faut pas en avoir de trop nombreux pendant le développement de cette activité, enfin, de cette évaluation. On a identifié toutes les étapes successives. On était plutôt en méthode de Kaizen que Big Bang, c'est-à-dire des évolutions pas à pas, consolidées, tranquillement, sur à peu près 1 an et demi à 2 ans, plutôt qu'une révolution. Et puis des points réguliers pour faire un bilan de chaque étape passée. Et d'emblée, on s'était challengé en se disant qu'on allait se surveiller l'un l'autre et qu'on s'interpellerait immédiatement en cas de dérive d'un côté ou de l'autre, quels que soient les aspects de la dérive en question. Alors, comme ça a été fait sur Gustave aussi, il a fallu effectivement, bien évidemment, de chaque côté communiquer en interne, hein, puisqu'il s'agit d'établissements où on est de toute façon en interface avec pas mal d'interlocuteurs, que ce soit la logistique interne, les agents de distribution, les pharmaciens qui sont en charge des produits qui étaient concernés, les préparateurs en pharmacie. Et là, repasser en revue les modalités, les objectifs, les interlocuteurs, les règles à respecter, les conditions de communication, etc. Donc, la première base, ça a été vraiment de consolider le référentiel. Comme ça a été fait sur Gustave Roussy, hein, c'est vraiment valider précisément toutes les données de fardelage, par référence, les multiples logistiques, etc. Et puis ensuite, on est passé d'abord à la consolidation des produits gérés en palette complète. Quels étaient ces produits, revalider les multiples de commandes, s'assurer que ces multiples de commandes allaient être stables des deux côtés. Et puis, on est passé ensuite à l'intégration ou à la conversion de certains produits qui étaient gérés en carton vers des palettes complètes à partir du moment où c'était cohérent par rapport à la consommation et par rapport à nos capacités de stockage également. Puis, on a fait transiter des produits qui étaient gérés en hors stock vers du stock pour pouvoir justement optimiser les commandes par carton complet et non pas par boîte. Et puis, on a clairement validé la liste des produits qui seraient toujours en gestion hors stock du fait de leurs particularités, de rythme d'appro, de leur spécificité. Et puis, on était déjà sur une base d'EDI relativement élevée, donc l'objectif, c'était de maintenir et de ne pas dégrader ce niveau d'EDI. Donc, voilà ce que ça donne en termes effectivement de réalisation. Donc, vous avez à chaque fois la situation avant le projet et puis la situation
que l'on a obtenu in fine. Donc, en fait, on a réussi à améliorer sur à peu près 1 an et demi tous les indicateurs. Puisque vous voyez, on est passé ici en nombre de commandes, on a fortement réduit nos commandes, puisqu'on est passé de quasiment 600, on va dire, à 400, à peu près 450 commandes. On a augmenté le nombre de lignes par globalement, ce qui veut dire que notre activité a continué à progresser en termes de consommation de produits Becton Dickinson, hein, puisqu'on est passé d'à peu près 2200 à 2300 lignes de commandes globalement. Donc, on n'a pas réduit le nombre de commandes parce qu'on réduisait l'activité, mais au contraire, on a continué à progresser. On a augmenté le nombre de produits dans notre référentiel. On est passé de 300 à plus de 400 produits gérés entre le CHU de Nantes et Becton. On a augmenté le nombre d'unités gérées. Notre taux de DI, vous voyez, est resté très proche de 100%. On est passé de 98 à 99, donc au moins on ne l'a pas dégradé. Et puis, on est passé d'une valeur marchande globalement d'1 500 000 € à 1 600 000 € sur des périodes comparables. Ce qui veut dire ici en bas qu'on est passé de ces valeurs historiques en noir aux valeurs en vert. Donc, vous voyez, on est passé de 28 à 16 commandes par mois en moyenne. On a augmenté le nombre moyen de lignes par commande, on a augmenté fortement le nombre moyen d'unités par commande et on a augmenté la valeur moyenne de chaque commande. Donc, une nette amélioration globalement du profil de commande, exactement comme vous avez pu le voir sur Gustave Roussy. Concernant l'aspect qui a été envisagé aussi concernant les commandes à moins de 250 €, alors initialement, comme ça a été fait sur Gustave Roussy, on avait en fait paramétré dans Pharma le fait d'interdire toute commande de moins de 250 €. Et en fait, ça nous a gênés parce que certaines commandes très, très urgentes n'ont pas pu être déclenchées. Donc, on a désactivé ce paramètre-là. Mais comme on a par ailleurs amélioré tout le profil logistique, on est passé de 23% à 10% de commandes de moins de 250 €. Donc, on a amélioré malgré tout ce paramètre-là. Pour regarder un petit peu plus ce qui s'est passé effectivement sur l'aspect d'optimisation des flux logistiques, une chose a été importante également en termes de programmation, c'est qu'on a regroupé, à partir du moment où elle n'était pas strictement urgente, l'ensemble des livraisons une seule fois par semaine. Et on l'a fait en collaboration avec la plateforme logistique et avec toute la logistique pour garantir le fait que le mercredi à 8h30, on pourrait recevoir la totalité des palettes et des colis Becton Dickinson, sauf urgence particulière. Et donc, on a, de ce fait-là, en faisant ces regroupements, en faisant ces optimisations, on est passé, vous voyez, de 389 livraisons totales à 116. Donc, on a optimisé la réception et donc on a diminué le temps passé par les agents là-dessus. On est passé de 113 livraisons de palettes à 62, en augmentant, bien sûr, le nombre de palettes expédiées et en augmentant également en diminuant le nombre de colis, en optimisant effectivement tous ces aspects-là. Et donc, le nombre de palettes par livraison est effectivement passé de 3,5 à 12. Donc, on a augmenté le volume de chaque livraison, mais on l'a optimisé, il était anticipé, il était prévu, et donc ça a nettement diminué la charge de travail, que ce soit de la plateforme logistique ou des agents de la réception de la pharmacie. Un point qui serait encore amélioré, vous voyez, notre profil logistique est un peu erratique, hein. On a des pics et des vallées, et l'objectif, c'est d'essayer effectivement d'atténuer tout ça et de faire en sorte qu'on ait des livraisons qui soient un petit peu plus homogènes d'un mois à l'autre. Bon, les limites, ça a été, c'est clairement, hein, c'est du temps passé, hein, comme ça a été le cas effectivement sur Gustave aussi, c'est du temps passé de part et d'autre. Donc, on souhaite à la fois développer ce genre de partenariat avec d'autres fournisseurs, mais on ne peut pas en gérer énormément de fonds non plus, parce qu'il faut vraiment s'y consacrer des ressources et puis bien suivre ces aspects-là. Un autre point qui se dégrade régulièrement, hein, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser tous les opérateurs, et notamment certains transporteurs. On a clairement vu que le transporteur majoritaire de Becton, qui était là pour livrer nos palettes, etc., était bien maîtrisé, mais ce n'est pas forcément celui des messageries qui se repassent des colis et qui livrent un peu quand elles veulent. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut surveiller en permanence, hein, plus comme le lait sur le feu, mais en tout cas, il faut le surveiller et on continuera effectivement à se challenger l'un l'autre pour éviter des dérives, puisqu'on a affaire à un système qui n'est pas complètement étanche et on peut avoir des problématiques de programmation, de remise en cause de certaines données, etc. Et donc, on surveille ces aspects-là.
En termes de bilan et de conclusion plutôt positive, hein, c'est qu'on a pu arriver jusqu'au bout parce que les interlocuteurs ont été stables sur la durée du projet. Donc ça, c'est un point très important, hein. On part sur des projets qui durent plusieurs mois et donc il faut effectivement avoir de la stabilité là-dessus. Les résultats sont très motivants, hein, parce que tout ça s'est développé en plein contexte Covid. Quand on l'a lancé, on ne le savait pas, mais on l'a maintenu malgré la situation de Covid. Et vous voyez que tous les paramètres se sont améliorés malgré Covid. Et on sait bien tous que effectivement, nos approvisionnements se sont globalement dégradés pendant Covid. Est-ce qu'elle aurait été encore plus dégradée? Est-ce qu'on a effectivement, sans le vouloir, sécurisé la situation face à une épidémie qui nous a pas mal démobilisés sur les aspects de livraison? Et toutes les personnes qui ont été engagées du côté CHU, que ce soit logistique ou pharmacie, ont un retour très positif, enfin, des retours très positifs sur ces aspects-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, pour ce retour d'expérience qui, on l'a vu, ça converge avec le retour d'expérience de Gustave Roussy. Donc, on va donner la parole à M. Anthony Pugnou de chez BD, qui est le chef de projet de ces thématiques d'optimisation des flux logistiques entre les établissements de soins et les industriels. Donc, c'est à vous, M. Pugnou. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Très bien. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous pour présenter le point de vue de l'industriel. Donc, je vais commencer avec un petit peu de contexte. Ça fait, on en a parlé, un peu plus de 2 ans qu'on fait face à un environnement qui est très changeant et qui a de gros impacts sur la fonction supply chain. Donc, si on prend quelques exemples, hein, le coût de la matière première utilisée dans les produits BD a augmenté entre 50 et 85%. Côté transport, le prix d'un container a été multiplié par 10 et on voit aujourd'hui que les délais de transport et de déchargement au port ne cessent d'augmenter et influent sur le taux de service. On a également une pénurie de transporteurs avec en parallèle un volume qui augmente, qui fait que ça limite vraiment les capacités de transport. Côté ressources humaines, le coût de la main-d'œuvre augmente également parce qu'on fait face aussi à une pénurie générale de personnel dans l'industrie. Et enfin, on a aussi des réglementations qui arrivent. Je pense notamment à la réglementation MDR, IVDR, où BD a dû investir des ressources et de l'argent sur se mettre en conformité par rapport à cette nouvelle réglementation européenne. Donc, c'est des exemples parmi tant d'autres. Aujourd'hui, pour faire face à ces aléas qui sont planifiés ou non, la volonté de BD a vraiment été d'adapter ses outils et son organisation pour maintenir un taux de service de qualité et surtout de répondre aux attentes et aux besoins de ses clients. Donc, conscient que la supply chain prend de plus en plus de place dans le choix d'un fournisseur, BD a voulu développer un service logistique à valeur ajoutée pour ses comptes stratégiques. Donc, ce service, il est basé sur la co-construction et sur la confiance mutuelle, où le but est vraiment de créer un partenariat gagnant-gagnant sur le long terme avec les établissements de santé. Donc, pour pouvoir faire ça, BD a lancé un projet pilote début 2020, donc vraiment à l'aube de la pandémie mondiale, où du coup, il y a eu plusieurs étapes. La première, ça a été de mettre en place une enquête client, donc vraiment auprès des établissements pour comprendre quelle était la place de la supply chain au sein de ces établissements-là, et aussi de comprendre les besoins en termes de communication, en termes d'indicateurs, et vérifier justement qu'on allait dans la bonne direction par rapport aux services qu'on voulait proposer. Ensuite, on a travaillé sur l'organisation à mettre en place. Donc, il y a toute une équipe Supply Chain Europe qui a été créée justement spécifiquement pour le suivi des comptes stratégiques et également des postes de chef de projet en local pour justement coordonner les plans d'action avec les établissements et être un petit peu le chef d'orchestre entre les différentes fonctions en local avec par exemple le service client, le service commercial, la finance, l'informatique et les équipes supply chain européennes et être un point de contact unique avec les établissements pour simplifier les échanges. Ensuite, on a travaillé sur les outils. Donc, l'objectif, c'était vraiment de voir comment on allait pouvoir récupérer les datas logistiques nécessaires et, pour nos analyses et construire des indicateurs automatisés
qui soit le plus intuitif possible et surtout accessible à tout moment et facilement par nos forces de vente pour les présenter aux clients. Enfin, on a fini la démarche avec le démarrage de partenariats logistiques avec des clients pilotes qui ont été du coup le CHU de Grenoble, le CHU de Nantes et l'Institut Gustave Roussy. Donc, si on développe un petit peu plus les indicateurs qu'on a mis en place, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a une équipe Supply Chain Europe qui est dédiée au suivi de ces indicateurs. Donc, ils sont monitorés mensuellement par ces équipes et derrière, il y a un point, un débrief mensuel qui est également fait avec l'équipe projet pour qu'on puisse justement analyser l'évolution de ces indicateurs et vérifier comment ça évolue en fonction des actions qu'on a mis en place et éventuellement monitorer des dérives. Donc, ces indicateurs, ils sont décomposés en 4 thèmes. Le premier, c'est le profil de commande qui nous permet justement de travailler sur des sujets comme la massification des commandes, l'amélioration du panier moyen. Monsieur Sellal l'a bien expliqué lors de sa présentation. Et on a eu des résultats qui sont très intéressants parce qu'on a diminué de 40% le nombre de commandes côté CHU Nantes. On peut travailler aussi sur des projets d'optimisation des multiples de commandes. Donc, on a dans nos indicateurs tout le détail par ligne de commande, si ça a été livré à la boîte, au carton, à la palette. Donc, ça permet de travailler sur des sujets aussi gagnant-gagnant, parce que BD, à un moment donné, va gagner en efficience de préparation et le client va aussi gagner en efficience à la réception parce qu'on va essayer de limiter justement les conditionnements multi-références qui génèrent du tri à la réception, du coup du temps et des possibles erreurs. Enfin, on a travaillé sur le taux d'intégration EDI. Donc, Madame Godin en a parlé également. L'idée là, c'est vraiment d'accompagner les établissements dans leur démarche, notamment avec Hospitalis. Et là, on a eu aussi des résultats intéressants parce on les a aidés sur le paramétrage et on est passé aujourd'hui de 0 à 100% d'intégration sur la partie pharmacie côté IGR. Ensuite, l'autre gros thème, c'est le profil de livraison. Donc, ces indicateurs nous permettent de travailler sur l'optimisation de fréquence de livraison. Donc, on a travaillé avec Nantes et Grenoble sur la mise en place d'une livraison hebdomadaire. On a diminué de 70% les livraisons à Nantes et de 40% à Grenoble. Et là, c'est également vraiment un partenariat gagnant-gagnant parce que, bien sûr, BD s'y retrouve en coût de transport et aussi en amélioration de son empreinte carbone, mais également les établissements où derrière, il y a un vrai gain de temps sur toutes les démarches administratives pour une réception, plutôt que le faire tous les jours. Potentiellement, ils vont le faire une fois par semaine, saisir une fois la commande, contrôler une fois le BL, accueillir une seule fois le transporteur. Et ils peuvent également aussi planifier cette charge de travail avec les équipes tout au long de la semaine. Ça permet aussi de stabiliser le transport. Monsieur Sellal en a parlé. Ces livraisons hebdomadaires permettent, à partir d'un certain volume, de faire des transports sans rupture de charge de notre plateforme logistique vers le client, ce qui permet de vraiment maîtriser le transport et éviter les aléas liés à un réseau de messagerie, par exemple. Ensuite, on peut travailler aussi sur le thème des réclamations de services. Donc, on a des indicateurs qui nous permettent de voir les grosses sources de réclamations et justement de mettre en place des plans d'action. Je prends l'exemple, si par exemple on a des réclamations liées à des problèmes de prix, on peut se rapprocher, mettre des actions avec notre service commercial pour essayer de trouver la source du problème et mettre en place des actions correctives. Enfin, on travaille sur l'OTIF, donc On Time in Full, qui est un indicateur d'efficience logistique entre BD et les établissements de santé. Et en fait, il nous permet de voir à la ligne de commande si la commande a été livrée dans les temps et dans son intégralité. Donc, cet indicateur est très intéressant parce qu'il amène vraiment de la transparence dans le partenariat. Il permet de voir en fait à chaque étape du process où est-ce qu'on a généré du retard et du coup de cibler le plan d'action pour corriger ça. Donc, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les facteurs clés de succès, la première chose, c'est un bon cadrage du projet. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un réel engagement mutuel et une confiance entre les parties pour que ça fonctionne. C'est important de prendre du temps au début du projet, de bien comprendre les problématiques et les besoins de l'établissement, de bien comprendre son organisation, sa structure, éventuellement en allant faire des visites de la plateforme. Et derrière, ça permet de co-construire les objectifs et avoir des objectifs qui soient cohérents et réalisables des deux côtés. Enfin, ce qui est important, c'est
on va dire, pour officialiser tout ça, de signer un contrat de partenariat. Donc, c'est un contrat qui est non financier, qui est juste là vraiment pour valider que BD et l'établissement va mettre en place les ressources nécessaires pour avancer sur le plan d'action et faire fructifier ce partenariat. Ensuite, ce qui est important, c'est le plan d'action et essayer de construire un plan d'action qui soit vraiment en fonction des besoins et de l'organisation de l'établissement. Je vais prendre l'exemple de l'optimisation des livraisons. Autant sur Nantes et Grenoble, on est parti sur des livraisons hebdomadaires parce qu'ils ont des structures qui sont équivalentes avec vraiment une PUI et avec derrière beaucoup de ressources. Côté IGR, on est parti plutôt sur une livraison 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin de plus de flexibilité et du coup, pareil, un taux de couverture et une capacité de stockage qui était plus réduit. On travaille également avec des départements biologie qui, par exemple, nous disent nous, aujourd'hui, on veut avoir une livraison par jour parce que ça permet de lisser la charge. On n'a pas de capacité de stockage dans les services et du coup, ce fonctionnement nous convient bien. Donc, c'est vraiment derrière adapté en fonction de la priorité et des besoins. Et Madame Godin en a parlé tout à l'heure. La priorité de l'IGR, c'était aussi d'avoir une ressource dédiée côté service client pour avoir de l'information, pour qu'on pousse de l'information. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et du coup, maintenant, après chaque, on va dire, livraison, il y a un état des lieux qui est fait avec les livraisons en cours, les livraisons en reliquat avec potentiellement les dates de réappro, des alternatives possibles en cas de tension d'approvisionnement. Ça, c'est quelque chose qui a été très apprécié, qu'on a pu également déployer et amener, on va dire, dans notre service avec d'autres comptes stratégiques. Enfin, ce qui est important, c'est le suivi et le bilan de la collaboration. Donc, on a l'habitude de mettre en place des points trimestriels de revue d'indicateurs et de statut des objectifs. C'est important de faire ces revues très régulièrement pour s'assurer qu'on avance dans les temps et on va dire en même temps et de s'assurer également qu'il n'y a pas de dérive par rapport à ce qui a déjà été mis en place. C'est aussi important de maintenir le focus sur le projet. L'objectif, c'est pas de faire toutes les actions en 2 mois et qu'il se passe plus rien derrière pendant 1 an. C'est vraiment un partenariat sur le long terme et s'assurer que les actions qu'on met en place, elles vont être pérennes et que ça va se maintenir dans le temps. Enfin, la dernière étape, c'est essayer d'estimer les gains qui ont été réalisés, de faire vraiment le bilan de la collaboration. Donc, nous, on a essayé de travailler aussi avec des consultants logistiques extérieurs pour nous aider à développer des outils qui nous permettent d'estimer ces gains, donc des gains financiers, des gains en termes de temps, en termes d'HSE. Et ça, c'est important et pour BD et pour l'établissement pour pouvoir derrière vendre ces partenariats et développer ces services-là. Si maintenant les prochaines étapes, c'est quoi les prochaines étapes pour BD et pour ces partenariats-là? L'idée, c'est de développer ce service-là sur d'autres établissements qui auront certainement des nouveaux besoins qui vont nous permettre aussi d'enrichir notre offre. C'est de travailler aussi sur des sujets comme la communication sur les tensions d'approvisionnement, essayer d'avoir des communications qui soient de plus en plus ciblées, de plus en plus proactives, avec la mise en place d'outils et de nouveaux process en interne. On aimerait également développer la dimension développement durable, essayer d'avoir des indicateurs aussi mensuels, comme j'ai pu vous le présenter, qu'on puisse vraiment suivre avec le client et voir l'évolution en fonction des actions qu'on met en place. On travaille également sur la mesure de la satisfaction client. On a commencé donc à déployer ça sur nos indicateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une réclamation de service, on envoie un questionnaire de satisfaction client et derrière, on remonte ces résultats et on les suit dans le cadre de nos débriefs mensuels pour justement voir l'évolution et essayer de mettre en place des actions si besoin. Autre type de partenariat, on aimerait aussi travailler sur des partenariats logistiques peut-être encore un peu plus complexes qui englobent, on va dire, un périmètre plus global et pas forcément sur le périmètre des produits BD, avec par exemple des projets entre peut-être la PUI et les établissements, les services de soins, des projets de mutualisation des flux ou de territorialisation. Et par exemple, on travaille aujourd'hui sur un projet pilote avec le support de consultants logistiques sur un modèle pour déterminer quelle est la meilleure gestion pour, on va dire, savoir s'il faut qu'une référence soit gérée en cross-docking
ou en stock. Donc ça, en fait, c'est un projet qu'on a actuellement avec le CHU de Strasbourg et qui est basé justement sur de la modélisation de flux et sur la simulation de scénarii qui permettent voilà, de prendre des décisions de façon plus globale. Enfin, BD aimerait aussi travailler sur d'autres types de partenariats, notamment sur des benchmarks organisationnels ou fonctionnels avec certains établissements de santé. C'est quelque chose qui a été aussi initié avec Grenoble, où là, l'objectif, c'est vraiment d'échanger sur les bonnes pratiques entre laboratoires et établissements de santé. Voilà. Merci à tous. Merci, Monsieur Pugnou. Donc, on va passer à une petite partie sur des questions. Je vois qu'il y en a une qui est arrivée et qui va être posée plutôt à Olivier. L'IGR a déploré le faible intérêt du service achat sur ce projet. Qu'en est-il à Nantes? Alors en fait, on est dans la même situation et c'est tout à fait compréhensible, hein. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à Nantes sont gérés par une structure qui s'appelle un centre de gestion des laboratoires, qui n'a pas du tout les mêmes préoccupations et les mêmes soucis d'ailleurs logistiques ou de volume que nous, hein. Et de fait, ils ne sont pas du tout acculturés à l'EDI, pas du tout acculturés à l'optimisation logistique et qui sont plutôt sur du flux. Ils ont besoin d'un truc, ils envoient une commande et puis ça se règle comme ça. Donc on a essayé effectivement de les embarquer comme pour Amélie Gaudin dans la démarche, mais on a senti très rapidement qu'ils n'étaient pas du tout dans cette problématique et ce n'est pas leur préoccupation principale. Donc pour l'instant, on a laissé de côté. J'ai refait un point de présentation avec eux pour essayer de leur montrer à quel point ça avait été effectivement bénéfique de part et d'autre. Donc ça les a intéressés un petit peu plus, mais pour le moment, ça reste pas une priorité. Voilà. D'accord, merci. C'est un peu pareil sur Grenoble, hein. On a la même problématique, c'est géré par ce qu'ils appellent le magasin de biologie, et c'est une organisation tout à fait à part, tout à fait différente, et là, voilà, on n'a pas du tout la même façon de gérer, et c'est un écueil pour ce projet. Donc, c'est deux projets qui sont en parallèle, voilà, et qui ne se rencontrent pas. On a essayé au début, mais on n'y est pas arrivé, en tout cas partiellement. Moi, j'avais une petite question, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Moi, j'aurais une petite question à vous poser à tous. C'est, voilà, on a vu l'intérêt de développer ce type de projet. Apparemment, ce serait bien de développer ça avec de nombreux fournisseurs, nos plus gros fournisseurs, mais quels sont les écueils que vous voyez ou que vous avez rencontrés si vous avez tenté déjà de mener ce genre de projet avec d'autres gros fournisseurs? Alors en fait, je l'exprimais un petit peu tout à l'heure, lorsqu'on a mis en place il y a quelques années notre plateforme logistique, on a essayé de solliciter des fournisseurs notamment qui étaient un peu en dérive logistique, avec des approvisionnements erratiques, avec des colis patchwork, avec des palettes décomposées, etc. Et on sent bien très clairement dès la première sollicitation si ce sont des fournisseurs qui sont dedans ou pas dedans. Et dans certains cas, on a pu trouver très rapidement un interlocuteur intéressé et prêt à aller dans cette démarche-là. Et dans d'autres cas, même en passant par 3, 4, 5 interlocuteurs au sein de la société, en fait, personne ne nous répondait. Donc, je pense que c'est aussi on va dire une situation de culture locale, acquise ou pas. Voilà. Et puis après, il y a une deuxième problématique, en tout cas pour ce que j'ai vécu, c'est la capacité à tenir dans la durée. Il m'est arrivé d'activer des projets de ce type-là avec des sociétés en fait, où mon contact là-dessus avait changé et tout d'un coup, le projet s'arrête. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses qui me sont arrivées. D'accord. Du côté d'Amélie, peut-être une réponse? Oui, alors je rejoins Monsieur Sellal sur le fait que souvent ça tient quand même à la volonté soit du key account ou équivalent les grands comptes. Voilà, quand ils sont moteurs, ils arrivent vraiment à faire des choses super. Et c'est vrai que c'est la vie des entreprises hein, avec lesquelles on travaille. Tous les 3-4 ans, il y a des changements de direction d'unité ou de business unit. Et là, parfois, on n'a plus personne en face. Et du coup, ce qu'on a lancé, ça s'effrite un peu et ça s'essouffle. Et c'est dommage parce que vraiment, dans une période de crise comme on la connaît là, c'est vraiment, ça devrait être, je pense, une priorité de nos fournisseurs de travailler cette logistique
de manière super fine avec leurs clients. Sur le médicament, c'est la même chose, hein. On a les mêmes problèmes, des entreprises qui sont absolument pas prêtes à lancer même pas un projet, c'est-à-dire un suivi des commandes, des reliquats, etc. Des entreprises qui sont dedans et d'autres pas du tout. C'est un peu comme le développement durable. C'est pas, ça dépend des régions aussi. On va avoir une entreprise où, justement en région Île-de-France ou PACA, ils sont hyper attentifs à ce suivi logistique, et puis dans d'autres régions pas du tout. Donc ça manque encore, je pense, d'unité et de vrais projets stratégiques pour les entreprises. Juste en complément, hein, il faut se rappeler que dans le modèle économique européen sur les produits de santé, on est un des pays européens où on paye le moins cher les produits de santé, quels qu'ils soient. Et donc, une façon également de dégager des pistes d'économie, hein, des deux côtés, hein, d'où l'intérêt de ce travail partagé, c'est effectivement de travailler sur la logistique. Et je reste effectivement étonné qu'on n'ait pas plus de sollicitations que ça sur cet aspect-là. Il y a juste un autre point, c'est un peu... je suis presque confus de le dire, mais effectivement, lorsqu'on a lancé ce projet-là avec notamment Anthony Pugnou, on n'était pas du tout sur un objectif de développement durable. Or, on voit bien qu'en optimisant la logistique, de toute façon, on arrive à des bénéfices sur l'aspect du développement durable. Oui, c'est ce que disait Amélie Gaudin tout à l'heure, ça. Effectivement, c'est tout à fait lié. Alors, dans les questions, je vois qu'il y a des personnes qui seront intéressées par ce genre de projet, donc on ne va pas y répondre tout comme ça. Si vous aviez, les trois intervenants, si vous aviez dans un tel projet des éléments clés pour la réussite, si vous deviez résumer par des mots-clés, ce serait quoi? On a vu plusieurs choses tout à l'heure, on a vu une construction du projet, pérennisation, etc. Donc, si on devait résumer les réussites, la clé de la réussite d'un tel projet, pour vous, chacun, ce serait quoi? Alors, en tout cas, en vision nantaise, hein, c'est des objectifs partagés, des interlocuteurs identifiés et travailler dans la durée. Voilà. Pas mieux. Pas mieux. Effectivement, la confiance, hein, je pense que c'est quelque chose qui est important dans ce type de partenariat, et on a pu le voir, avec vous tous. Donc, c'est vrai que l'interlocuteur dédié, c'est encore mieux. C'est vraiment bien ça. Il faudrait que ce soit tout le temps le cas. Je vais le dire un peu différemment, hein. Si l'objectif d'un établissement, c'est d'emblée de se dire on va négocier de la remise de prix en optimisant la logistique, pour moi, d'emblée, on rentre dans une démarche qui est déviante en termes d'objectifs partagés. Voilà. Et ce n'est pas l'objectif qu'on doit avoir. OK. Je vois qu'il reste 5 minutes. On va peut-être dire le mot de la fin. Sauf, attendez, j'ai encore une question. Que doit-on comprendre avec la logistique du service? Alors, je ne sais pas qui a posé cette question. C'était peut-être une question pour Anthony Pugnou. Ouais, alors je pense que c'est pour moi. Je pense que c'était sur la dernière slide, là, sur les prochaines étapes. C'est essayer d'amener du support sur des projets que les établissements pourraient avoir, et pas forcément entre la plateforme BD et la plateforme logistique de l'établissement, mais aussi dans la logistique interne des établissements, entre, par exemple, la PUI et les établissements de soins ou les blocs opératoires. C'est aussi des sujets où on pourrait amener du support via des partenaires logistiques à l'avenir. En tout cas, c'est des sujets qui peuvent être intéressants en termes de partenariat. D'accord. Écoutez, je vais faire le petit mot de la fin. Donc, merci à tous nos intervenants, merci aux organisateurs, merci à tous les participants qui ont été nombreux, qui sont restés jusqu'à la fin quasiment, pour la plupart. Ce que je retiens, moi je pense, d'après tout ce qu'on a vu dans ces exposés, ces retours d'expérience, c'est que un partenariat gagnant-gagnant, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de l'utopie, mais c'est quelque chose qui est bien… comment dire, là, on a deux exemples de réussite assortis d'indicateurs qui prouvent
que ce sont des réussites, mais ces réussites, elles sont conditionnées par plusieurs choses, on l'a dit ou on l'a redit, mais c'est la volonté commune et affichée des deux partenaires, une confiance mutuelle. Je crois qu'après, construire le partenariat, y aller pas à pas, comme vous l'avez bien dit dans vos exposés, un timing bien réglé, s'inscrire dans la pérennisation. Donc, c'est un véritable contrat. Alors, même s'il y a un contrat qui a été signé, c'est aussi un contrat moral entre les deux, dans tout le groupe de travail. Bien sûr, il y a des points forts, il y a des limites. Bon, les points forts, c'est qu'on a objectivé, on a vu on objective l'optimisation de ce travail par des indicateurs qui nous sont fournis par BD et qui prouvent tous qu'ils sont convergents dans nos 3 établissements vers une amélioration des flux logistiques. La satisfaction des équipes, vous en avez parlé, on n'en a pas reparlé après dans les questions, mais effectivement, dans nos établissements, toutes les personnes qui étaient parties prenantes se sont retrouvées, se sont appropriées le projet. On scelle un relationnel coopératif, de la transparence aussi, beaucoup de transparence, voilà. Et puis la dimension développement durable, elle coule de source, comme vous l'ont dit Olivier et Amélie tout à l'heure. Les limites, on en a parlé aussi, il ne faut pas que ce soit du one-shot, je pense. Pérennisation, on a des difficultés, on aimerait bien le reproduire avec tous les fournisseurs, mais on en a déjà parlé, c'est compliqué, il faut qu'il y ait une volonté affichée du fournisseur, il faut qu'il ait les moyens logistiques, il faut qu'il ait les moyens logiciels pour faire ça. Et puis ensuite, la pénurie actuelle, ça complique un peu les choses, mais malgré tout, comme on l'a vu sur Nantes, on a quand même beaucoup progressé malgré les difficultés Covid et les pénuries actuelles. Une limite aussi, c'est, comme on le disait, les sous-traitants de transport qui échappent totalement à nous, les destinataires, mais aussi aux donneurs d'ordre, qui sont les laboratoires, les industriels. Voilà, donc c'était à peu près ce que je voulais dire. Merci encore à tous. Et le mot de la fin, ce sera le petit recueil de satisfaction. Je laisse la parole donc. Je reprends la parole, Monsieur Pi. Voilà, je vous laisse la parole pour le recueil de satisfaction. Puis merci encore à tout le monde et bonne journée.